Bonjour. Les tyrannies de l'épidémie, c'est le titre d'un livre de Christophe Barbier aux éditions Fayard que j'ai lu dernièrement et qui est très bizarre car les propos de l'auteur sonnent mal à nos oreilles par sa position quant au professeur Raoult, parce qu'il avance certaines idées révoltantes, mais aussi parce qu'il pose de bonnes questions. Et poser de bonnes questions, c'est important si on veut avoir de bonnes réponses. Encore faut-il les formuler et c'est là que j'entre en jeu. On va reprendre seulement les points principaux pour ne pas faire trop long, et je vais m'employer à tordre le cou aux arguments de ce monsieur à l'écharpe rouge que de nombreux gardiens de l'humanité ont déjà pointé du doigt. Quand je parle de gardiens de l'humanité, je me dois de signaler qu'il s'agit d'une expression qui m'a été soufflée dans l'un de vos commentaires et qui remplace le terme de complotiste. C'est vrai que c'est assez plaisant. Cette vidéo entend aussi vous présenter de bonnes nouvelles, et comme vous le savez maintenant, si vous avez l'habitude de mes capsules, je ne reculerai devant aucun jeu de mots, aucun trait d'humour, afin de décrisper l'atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Générique. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille à la lecture du livre de Christophe Barbier, c'est une phrase qui apparaît très tôt dans le texte et qui parle de telle personne qui s'était égarée à défendre le professeur Raoult. Bon sang, avec toutes les attaques que ce monsieur a déjà subies depuis le début de la crise avec l'affaire de l'hydroxychloroquine, il pouvait bien y avoir quelqu'un pour le défendre enfin. On pourrait se demander de quoi provient cette tendance à brûler les grandes vedettes sur l'autel de la calomnie, surtout quand on pense qu'il s'agit d'une sommité mondiale de la médecine, alors que d'autres, pourtant à la tête d'une importante organisation dans cette discipline, ne sont même pas médecins et traînent des casseroles qui feraient pâlir les ménagères. Ce qui me fait rappeler qu'en Belgique, tout du moins, notre gouvernement n'est pas spécialement bien représenté en matière de médecine, sur le nombre, je veux dire. Quant aux spécialités, à ma connaissance, cela ne dépasse pas le niveau de généraliste. Cela me fait penser aussi que l'on n'a toujours pas répondu à cette question qui émanait d'une carte blanche et qui demandait comment les membres du conseil scientifique avaient été choisis et sur quels critères. Cette idée est d'ailleurs reprise subrepticement dans le livre précité, lorsque son auteur parle des spécialistes qui ont surgi, on ne sait donc trop d'où. Par contre, on ne sait que trop bien dans quel marasme ils nous ont fourrés. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il est vrai que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, et comme le disent les agriculteurs, nous avons tous des tracteurs. Là où mes cheveux se sont dressés sur ma tête, oui, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez le coiffeur, c'est lorsque l'auteur a incriminé le rôle joué par les personnes âgées dans cette crise. Selon lui, quelque part, on aurait eu tort de privilégier les résidents des maisons de retraite ou nos seniors au détriment des jeunes. Parce que les jeunes constituent la partie active de notre population, celle qui contribue à notre économie et à l'avenir du pays, tandis que les vieux sont improductifs, coûtent de l'argent à la société, bref, ils représentent plutôt un boulet et l'on aurait eu tort de leur accorder trop d'attention, car les soins prodigués à ces malades du troisième âge avaient peu d'importance quand on considère le temps qu'il leur reste à vivre. Il y a pas mal de choses à répondre à ces propos que je juge particulièrement choquants. Certes, la gestion de la crise aurait dû mieux prendre en considération l'aspect économique de la situation. Ce ne sont pas les secteurs entiers qui sont maintenant à l'arrêt et au bord du gouffre qui me diront le contraire. Certes, les jeunes ont également leur importance, eux qui souffrent de 1000 maux et sont sujets au traumatisme psychologique et au suicide. Mais parler ainsi de nos vieux me semble très déplacé, surtout si l'on prend connaissance de la vidéo que vous trouverez en cliquant sur la fiche de suggestion ci-dessus, qui met en scène Stéphanie Bataille, interviewée au micro d'André Berkoff de Sud Radio. Je voudrais tout d'abord dire que les intéressés ont généralement travaillé et cotisé toute leur vie pour avoir droit à une retraite décente, laquelle, d'après de nombreux témoignages que j'ai reçus, est loin de leur être garantie. Les nouvelles dispositions ont fait en sorte qu'il fallait désormais travailler plus longtemps afin de bénéficier de la dite retraite lorsque cette dernière n'était pas encore rabotée. Tout cela arrangeait très bien les affaires de l'État, qui voyait d'un mauvais œil les caisses se vider. Pourtant, celui-ci se souciait apparemment fort peu que des vieux conservent le travail que des jeunes auraient pu exercer en échappant ainsi au chômage. Or donc, on aurait
privilégier nos vieillards handicapés au détriment de nos vaillants genoux? Je ne sais pas si c'est vraiment compatible avec le décret Rivotril. Je ne sais pas non plus si ces personnes âgées ont vraiment été privilégiées lorsque la décision a été prise, souvent sans leur consentement éclairé, de procéder à leur euthanasie. Je ne pense pas davantage que l'on ait fait une faveur en leur épargnant l'hôpital. L'isolement dont ils ont fait l'objet et qui a parfois précipité leur décès a été aggravé par la fracture numérique, puisque presque par définition, ces gens sont peu adeptes du smartphone et du PC. On ne peut pas en dire autant de nos chères têtes blondes. Par contre, ne peut-on pas parler d'une forme d'eugénisme à propos des personnes informatiquement peu équipées, là où, sur le terrain, le tout numérique se développe à la vitesse VV', comme si l'on était pressé de voir disparaître l'argent liquide? C'est qu'il faudrait peut-être bien que les banques de demain puissent se servir directement dans notre portefeuille virtuel. Ah oui, c'est vrai. Certaines le font déjà dans certaines circonstances. À tout le moins, quitte à devoir partir dans l'autre monde, peut-être meilleur, nos vieux ne méritent-ils pas au moins de pouvoir s'éclipser dans la dignité? Mais vous avez aussi parlé de bonnes nouvelles. Or donc, justement, aujourd'hui, au moment où je réalise cette vidéo, les dispositions liberticides en vigueur dans nos maisons de repos viennent d'être assouplies. Et j'en suis ravi pour toutes les personnes concernées. Il y avait toutefois une condition, c'est que 80% des résidents aient été vaccinés. Dès lors, moi je me pose une question. Imaginons un cercle restreint pour faire plus simple, une dizaine de personnes pour avoir un chiffre rond. Et pour mon exemple, si les 7 personnes vaccinées sont connues des 3 autres, les discussions vont aller bon train dans le trio de queue, non? Je crois qu'une grande partie de la polémique et de la problématique provient de notre nouveau rapport à la mort. Là où les personnes les plus avancées en âge ont connu la Seconde Guerre mondiale, ces bombardements, ces camps de concentration, le travail obligatoire, les privations, l'occultation, et se sont faites à la peur de la mort et au besoin de la braver. Là où nos vieux se font naturellement à la perspective de nous quitter dans un avenir forcément de plus en plus proche, on a maintenant de nouvelles générations qui ont à défendre toute une vie qui se présente devant elles et où l'on attend de plus en plus le risque zéro en parfait hypochondriaque, en ayant recours aux médocs ou moindres robots, ce dont ne peuvent évidemment que profiter les laboratoires pharmaceutiques, à propos desquels certains prétendent, de mauvaise langue peut-être, vous en jugerez par vous-même, que la devise serait la suivante: un patient guéri, c'est un patient en moins. Mais le problème, c'est aussi qu'en visant le moindre risque, on aboutit à la sécurité maximale telle que mise en place par nos gouvernements, sous le couvert de la science à laquelle on fait dire n'importe quoi, à l'instar des chiffres et autres statistiques, pour notre santé. Et c'est ce pour notre santé qui nuit, en définitive, le plus à notre santé. C'est aussi ce qui explique que ni l'opposition ni les syndicats ne se mouilleront à essayer de contredire les dispositions que nous subissons. Vous pensez bien, puisqu'il s'agit de notre santé, qui donc l'oserait au risque de paraître irresponsable. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que ces oppositions, lorsqu'elles se manifestent, ne le fassent que pour accentuer les restrictions déjà prises. Et vous remarquerez que dans tout cela, il n'y a aucune idée complotiste, parce que nous nous débrouillons déjà très bien sans cela, dans un concept de solidarité exemplaire, garante de la protection de l'autre, et qui se démarque de cette façon de procéder, apparaît comme un civique, un danger public, voire un criminel. Une petite anecdote me vient à l'esprit au sujet du rapport à la mort et du risque. C'est un parent à moi que j'ai peu connu parce que j'étais trop jeune, qui a vu la guerre et ses bombardements. Quand les sirènes se mettaient à hurler, que les moteurs des avions vrombissaient au-dessus des têtes, la plupart des gens se précipitaient dans les caves ou les abris. Lui, il restait bien tranquillement à la maison, devant le regard effaré de ses congénères, et il disait: la probabilité qu'une bombe tombe précisément sur ma maison est tellement faible que tout compte fait, je préfère rester ici. Le fait est qu'il a survécu au bombardement, là où bien des gens sont morts parce que leur abri avait malencontreusement été bombardé. Vu que ces abris étaient toujours bondés, ça ne devait pas être joli à voir, des corps en marmelade. Pour les ladies en marmelade, plus question de vouloir coucher ce soir. Finalement, c'est un peu le même principe dans le domaine qui nous préoccupe.
nous consentons à sacrifier nos libertés face à un risque mathématiquement et pragmatiquement très faible. Et les médias sont là, au même titre que la police, pour nous matraquer de l'idée contraire. Tant que l'on est dans le sujet, vous êtes sans doute au courant des émeutes survenues aux Pays-Bas, manifestations qui visaient le couvre-feu. Ce n'est pas resté lettre morte puisque des actions en justice ont été intentées quant à son aspect légal. Pour l'instant, en dépit d'une première décision allant bel et bien dans ce sens, un appel à postposer la question. Il n'empêche donc qu'un premier avis avait donné raison aux manifestants. En Belgique, un collectif de 20 000 avocats s'est mis en branle à propos de la loi pandémie et du caractère légal des dispositions restrictives que nous connaissons. Au moins, les choses bougent enfin. Il faut juste espérer que notre gouvernement n'accouche pas d'une loi qui entérinerait la légalité de ces dispositions. Remarquez qu'il n'y a pas que les avocats qui se lèvent en Belgique. 2 familles ont également porté l'affaire des voyages essentiels devant les tribunaux. Il était peut-être temps. Mais tout ceci me fait penser à un autre truc. Soucieux des événements survenus en Hollande, notre gouvernement a alors pris ces dispositions afin d'éviter que ce genre de choses se produisent aussi en Belgique. Ce que l'on pouvait entendre sur les ondes se traduisait à peu près comme ceci. Nous vous attendons de pied ferme, un homme averti en vaut 2, notre police et notre justice sont sur les dents. Eh bien moi j'étais sur le cul, en entendant que la dite police surveillait étroitement les réseaux sociaux afin de dénicher les personnes qui appelaient au rassemblement, à la révolte ou en tout cas à la manifestation. Ah bon? Lors des attentats, les mêmes autorités avaient sollicité la participation de la population afin de signaler tout comportement suspect en rapport avec une éventuelle radicalisation ou la préparation d'agissements meurtriers. Donc, dans ce cas, les autorités en question reconnaissaient qu'elles ne pouvaient surveiller tout le monde, et l'on pouvait reconnaître le bien-fondé de leur démarche salutaire à tous. Pourtant, dans le cas présent, elles se disaient capables de dénicher les fauteurs de troubles dans des espaces aussi vastes que le net. Cherchez l'erreur. Ma question devient dès lors, s'agissait-il d'une préparation à la population, à l'invitation, à la délation? Oh punaise, en voilà des sions. On croirait entendre Pierre Hilard, non? Eh bien, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter une nouvelle fiche de suggestion. Il s'agit d'une interview de cet essayiste par TV Liberté. Je vous invite à bien écouter les propos de l'intéressé qui datent pourtant du mois d'octobre 2020. Il y a un autre sujet dans le livre Les tyrannies de l'épidémie qui m'a fait bondir et qui n'en est pourtant pas moins pertinent. À force de science, de scepticisme et de zététique, la religion se meurt. Vous devez pourtant savoir, si vous avez lu Olivier Piacentini dans Le mirage du mondialisme ou Comment l'oligarchie manipule l'opinion, que la religion est l'ennemi numéro 1 du mondialisme. Forcément, puisqu'elle invite le croyant à distinguer le futile du nécessaire, un principe qui ne fait pas fonctionner le commerce. Le problème que l'on rencontre dans nos écoles avec l'introduction du cours de rien, que l'on rencontre aussi dans la crise sanitaire avec la simplification des rites religieux et des offices, pour ne pas dire leur disparition, quand ce ne sont pas les édifices eux-mêmes qui disparaissent, c'est qu'en quelque sorte Dieu a été l'une des premières victimes désignées du Covid. Donc non seulement on y croit de moins en moins, mais en plus on y a de moins en moins accès aussi. Or, Dieu nous promet la vie éternelle après la mort, à condition évidemment d'avoir respecté certains impératifs. C'est que l'hôtel 5 étoiles, ça se mérite quand même. Donc déjà, si Dieu est mort, plus de vie éternelle, et donc il faut se raccrocher à la vie, ce qui interdit la prise de risque, mais fait viser le risque zéro. Mais le problème n'est pas seulement là. En effet, si l'on considère les choses sur le plan pratique, ce n'est guère encourageant de devoir passer toute une vie en sacrifice, en exemplarité, pour pouvoir jouir après la mort, à condition d'y croire, du paradis avec ou sans les 600 vierges. Ce que propose Satan peut paraître plus tentant, c'est le cas de le dire. La jouissance presque directe de son vivant, de toutes sortes de félicités, même si elles ne s'appellent pas toutes comme ça. Bon, le prix à payer, c'est l'âme, mais qui y croit encore ? Alors, à propos de l'âme, je ne vais pas me faire trop rasoir. Je vais terminer par une anecdote qui démontre une fois encore à quel point nos libertés sont dangereusement en péril et par 2 fiches de suggestion qui se veulent plutôt rassurantes, histoire de finir sur une bonne note en musique et sur un air de fête. Alors voilà,
À Binche, ville belge bien connue pour son carnaval, sauf que cette année il n'a pas eu lieu, un habitant a connu une drôle de mésaventure. Alors qu'il était chez lui et qu'il jouait un air de tambour pour faire plaisir à son gosse, il a eu la surprise, 5 minutes après, de voir débarquer la police dans son domicile pour le verbaliser sous prétexte d'appel au rassemblement. L'histoire ne dit pas si une patrouille se trouvait justement à proximité au moment des faits, ou s'il y a eu délation, ni comment les policiers sont entrés dans son privé. L'intervention suscite quelques remarques. En effet, il existe quantité de disques de musique de Gilles Debinche, avec autant de roulements de tambour. Quel aurait été le comportement des policiers en trouvant la chaîne stéréo en fonction? Depuis quand est-il interdit de jouer de la musique chez soi? Les batteurs qui répètent à domicile pour ne pas perdre la main dans leur orchestre n'ont qu'à bien se tenir. La trompette n'est-elle pas utilisée aussi pour sonner le rassemblement? On voit donc à quelle sauce nous sommes, et profitez-en pour faire attention, surtout si vous jouez de la guitare tard et si le joueur de trompette pète. Alors, fiche de suggestion suivante, chose promise, chose due, mais c'est une vidéo de qualité. En tout cas, moi j'ai apprécié, et tout ce que je souhaite, c'est que vous en preniez connaissance, et pourquoi pas, que vous vous abonniez à sa chaîne. Il y est question de mauvaise foi, ou de foutage de gueule, comme on le dit chez nous, et de traitement, je ne vous en dis pas plus. Enfin, vous le savez sûrement, les réactions fusent de toutes parts. En Italie, en Espagne, au Danemark, en Hollande, en France aussi, mais même dans notre petit pays. Et vous le savez certainement, si le peuple se lève, le jeu est fini. Il ne faut même pas que ce soit violent, je n'ai cessé de vous le dire. Regardez ce qui s'est passé à Liège ou à Bruxelles. Il n'était pas question de manifestation, ni d'interpellation, ou de charges policières, mais bien de fêtes spontanées en plein air. Bien sûr, certains ne portaient pas le masque ou ne respectaient pas la distanciation physique. Et d'ailleurs, il y aura des sanctions, à ce que disent les policiers en civil qui étaient présents mais qui ne pouvaient procéder à une dispersion faute d'effectifs suffisants. Il faut dire que en Belgique, quelques 300 prestations demandant le retour des activités culturelles avaient lieu un peu partout. Et la police ne peut pas être un peu partout. On leur demande de vaquer à leurs occupations, d'accord, mais ce n'est pas tous les jours que l'on vaccinédie. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Les plus courtes sont les meilleures, et comme le dirait ma femme, c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle est moins bonne. En attendant, donc, je vais vous fixer rendez-vous dans la prochaine vidéo, si tout va bien. En tout cas, vous savez déjà que moi, de toute façon, je ne lâcherai pas le morceau. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. À la prochaine. Un petit like ne fera pas de tort. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et toutes cette sorte de choses. À bientôt. Salut.